Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24 au sommaire cette semaine. L'homme et la machine engagés dans un bras de fer et de neurones. Le logiciel AlphaGo impose une défaite au champion de jeu de Go Icedol. Alors, jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle? On refait le match avec le pionnier du deep learning, Yann LeCun. Et dans notre séquence test, on fait de vous un skieur connecté, snowboard intelligent, Google Glass des sommets ou bonnet musical. Test 24 touchous dans un instant. Mais d'abord, connaissez-vous AlphaGo? Ce logiciel développé par DeepMind, une des filiales de Google, vient d'imposer une défaite au champion de jeu de Go coréen Icedol. AlphaGo mêle différentes technologies, dont le deep learning, une manière pour les machines d'apprendre à la manière des humains. Ça fascine, ça dérange, mais c'est néanmoins une des plus grandes preuves du progrès de l'intelligence artificielle. Bonjour Guillaume Gralet, vous nous avez rejoint. Évidemment, cette expérience sur le jeu de Go est fascinante, mais pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement, cette fois-ci, la preuve de ces avancées? Parce que, historiquement, le jeu de Go célèbre l'inventivité, la créativité. En fait, il y a 19 lignes sur 19 qui peuvent permettre à des joueurs de Go de s'exprimer. C'est théoriquement autant de parties possibles que le nombre d'atomes dans l'univers, disent les spécialistes. Alors, on a été un peu surpris de voir la machine s'aventurer et réaliser quelques victoires dans ce domaine. En fait, comment s'en est sorti AlphaGo? En fait, AlphaGo a appris beaucoup parce qu'en fait, il s'est inspiré des bases de données des meilleurs joueurs du monde. Il les a reconnus grâce à la reconnaissance visuelle. Il les a absorbés et il a même appris à jouer contre lui-même. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour cela, plus d'humilité que les humains. Et puis, surtout, AlphaGo a appris à inventer. C'est l'algorithme qu'on appelle de Monte Carlo. Monte Carlo, vous savez, le casino, on joue un peu au hasard et c'est ce qui a beaucoup surpris. En fait, AlphaGo a appris à surprendre et puis il a enfin utilisé l'apprentissage profond, le DeepMind. Justement, si les machines pouvaient dépasser le cerveau humain, on va aller plus loin avec un des pionniers en la matière. Facebook l'a placé à la tête de son laboratoire d'intelligence artificielle à Paris. Il s'agit du chercheur français Yann LeCun. Il vient également de faire entrer l'intelligence artificielle au Collège de France. Direction New York tout de suite pour le rejoindre. Bonjour Yann LeCun. Bonjour. Vous êtes à l'origine du deep learning. Si on le traduit, ça donne apprentissage profond. Mais concrètement, c'est quoi? Si je dis que c'est faire apprendre les machines à la manière des humains, est-ce que j'ai tout à fait raison? Non, c'est une exagération. C'est une méthode d'entraînement des ordinateurs qui permet, au lieu de les programmer, en fait, de les entraîner en leur montrant des exemples de ce qu'il faut faire. Donc, si on veut, par exemple, entraîner une machine à reconnaître des images, reconnaître des voitures, des animaux, etc. On lui montre des exemples de voitures, d'animaux, on lui donne la réponse et puis au bout d'un moment, au bout de quelques milliers d'exemples de ce type, il peut reconnaître n'importe quel animal, n'importe quelle voiture et autres. C'est ce genre de technique qui a été utilisé par DeepMind pour entraîner AlphaGo initialement à jouer Go. Alors vous êtes de très nombreux géants de la high-tech à vous intéresser évidemment au deep learning. On a cité Google, on va également citer IBM, Amazon, le russe Yandex, le chinois Baidu, vous aussi avec Facebook. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le deep learning est en train de révolutionner l'intelligence artificielle en soi. Il y a une question technologique finalement qui va se muer de plus en plus en débat philosophique. C'est un peu le fantasme de la créature qui dépasse son créateur. Est-ce qu'on en est déjà là concrètement ? On en est très loin, on en est très très loin. On est plusieurs décennies dans le futur, peut-être, on aura des machines dont l'intelligence dépassera l'humain dans tous les domaines. Pour l'instant, on a des machines qui dépassent l'intelligence humaine dans des domaines très très spécifiques. Vous pouvez descendre dans la rue et acheter dans une boutique de jouets, une petite machine qui va vous battre aux échecs, bientôt probablement qui va vous battre au Go. Donc ces machines sont très spécialisées. Très bientôt, votre voiture se conduira elle-même mieux que vous ne pouvez la conduire vous-même. Mais ces machines sont spécialisées en sens qu'elles n'ont pas l'intelligence générale qu'ont les humains. On est encore très très loin de ça. En fait, il nous manque des pièces essentielles, des concepts qu'on n'a pas encore développés, comme ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Oui. Alors on sait bien, Yann, qu'on est en période d'accélération technologique et c'est une question qui est très difficile, mais je vais vous demander de vous projeter dans 10 ans. À quoi pourrait ressembler l'intelligence artificielle d'ici à 10 ans ?
Alors, c'est toujours difficile de faire des pronostics à plus de 5 ans. Les chercheurs en intelligence artificielle, en fait, ont un petit peu l'habitude d'être soit trop optimiste, soit trop pessimiste sur la question, historiquement. Mais disons, d'ici 10 ans, on peut dire que beaucoup de voitures commenceront à se conduire toutes seules, en tout cas en grande partie. Donc ça va réduire le nombre d'accidents sur les routes d'une certaine manière. Beaucoup de systèmes d'assistance au diagnostic médical analyseront des images médicales, par exemple, pour détecter des tumeurs ou des choses comme ça, qui sont probablement plus fiables que des radiologues humains par eux-mêmes. Donc en assistance, bien sûr, à des radiologues humains. Puis il y aura d'autres applications en compréhension du langage naturel. Donc vous pourrez parler à votre téléphone, à votre machine, et il y aura une espèce de personnalité derrière cette machine qui pourra répondre à n'importe quelle question, vous aider dans votre vie courante, une espèce d'assistant virtuel personnel. Donc ça viendra d'ici probablement 10-20 ans. On y travaille d'arrache-pied. Il y a déjà des choses qui existent, qui font ça un petit peu, mais qui sont scriptées. C'est-à-dire que les ingénieurs humains ont réfléchi un petit peu toutes les possibilités et ont écrit ces possibilités. C'est ce qu'on a actuellement sur les téléphones mobiles. Donc ça va faire de gros progrès et on aura des machines qui seront beaucoup plus interactives. On aura un petit peu l'impression qu'il y aura de l'intelligence derrière. Merci infiniment Yann Lequin. On vous laisse justement retourner à ces travaux et on viendra évidemment prendre des nouvelles de ces développements en termes d'intelligence artificielle très bientôt avec vous. Guillaume, donc on le voit notamment avec Yann Lequin, c'est vrai que ce défi technique posé par l'intelligence artificielle, c'est aussi un débat éthique. On se souvient d'ailleurs de la tribune co-signée par Stephen Hawking, par Elon Musk, par le fondateur aussi de DeepMind il y a quelques mois qui mettait en garde finalement contre l'intelligence artificielle. Ce qu'il disait, c'est que l'intelligence artificielle est plus dangereuse que les armes nucléaires. Est-ce que le fantasme de Skynet est déjà là ? Une des craintes en fait de ces spécialistes, c'est qu'un jour les machines se dotent d'armes et apprennent à s'en servir. Ce qui inquiète beaucoup ces sommités, qui ont été rejoints par le linguiste Noam Chomsky, par exemple, le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, c'est que les machines, pour l'instant, bien sûr, n'ont pas de conscience. Alors, elles n'ont pas de conscience, c'est d'autant plus gênant que parfois c'est rare, mais parfois elles se trompent. C'est arrivé en mi-2015 quand un logiciel de reconnaissance d'images s'est trompé et a considéré que la tête d'un humain était en fait celle d'un singe. Ça peut être assez gênant, d'autant que les ambitions de l'intelligence artificielle, notamment sur la reconnaissance d'images, d'émotions, avec des startups comme Smart Me Up par exemple, promettent de tout savoir en temps réel. Allez, ne soyons pas forcément alarmistes, puisque justement certaines machines sont de plus en plus capables d'empathie. Oui, en tout cas, les machines ont la capacité de nous écouter. Il suffit, pour s'en rendre compte, de regarder le tout dernier produit d'Amazon. Il s'appelle Echo. Imaginons, Marjorie, que nous soyons en train de prendre le thé un après-midi. Eh bien, sur la table de la salle à manger, il y aura ce petit appareil qui peut nous écouter, qui va enregistrer chacune de nos conversations, les analyser et proposer même de commander des produits à notre place. C'est aussi fascinant qu'inquiétant. Alors, de manière plus positive encore, il y a la recherche The Machine to be Another. En fait, c'est juste un prototype qui rend hommage à l'auteur de science-fiction Philip K. Dick, vous savez, qui a inspiré entre autres Minority Report ou Blade Runner. Eh bien, en fait, là, vous allez doter la machine de capteurs sensoriels utilisés par ailleurs sur des humains et on va proposer ni plus ni moins à la machine de ressentir ce que les hommes ressentent au quotidien. C'est un peu de l'anthropomorphisme quand même des machines. Merci Guillaume pour toutes ces explications et tout de suite on fait de vous un skieur connecté dans Test 24. Guillaume Gralet est tout chousse cette semaine dans Test 24. Guillaume, vous avez dévalé les pistes il n'y a pas très longtemps. Vous avez pu tester toute une batterie de gadgets pour être un skieur plus connecté que jamais. On va démarrer avec une société suisse qui s'appelle PIC et qui a réussi à mettre au point un petit capteur qui va permettre de transformer vos chaussures de ski en véritable réseau social. Oui, plus ou moins une chevillère connectée. Alors, à l'intérieur de cette chevillère que vous accrochez effectivement sur les chaussures de ski, eh bien, vous avez un petit capteur. Ce capteur, il va être extrêmement précieux si vous aimez les sauts, par exemple, parce qu'il va reconstituer, il va tout enregistrer, la vitesse de rotation, même la force du vent. Tout ça, c'est relié à votre smartphone grâce à une application dédiée. Tellement impressionné. On continue avec
avec un bonnet, ce bonnet que vous portez là d'ailleurs sur cette tête, un bonnet musical s'il vous plaît. Oui, une invention du français Arcos et qui peut-être rendre énormément de service. C'est un peu la fin du kit main libre. Vous êtes sur les pistes. Eh bien, à l'intérieur de ce bonnet, il y a 2 écouteurs. Là, je vous montre. Vous allez pouvoir jouer de la musique grâce à votre smartphone. Là également, c'est relié en Bluetooth, mais également écouter des messages. Bref, ça rend pas mal de services et surtout, c'est assez esthétique. Moi, j'ai très envie de vous voir quand même tester ce casque parce qu'il paraît que c'est la Google Glass des pistes. C'est Oakley, justement, qui fait un partenariat avec Google pour pouvoir embarquer un écran 14 pouces. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on les a sur les yeux ? Eh bien, lorsqu'on le chausse, Marjorie, en dehors d'avoir l'air un tout petit peu ridicule, en fait, on voit à l'intérieur, en bas à droite, il y a un petit écran. Et sur cet écran, eh bien, vous allez également avoir la vitesse du vent, mais vous allez pouvoir lire vos SMS. Bref, c'est également doté d'un GPS. Ça va vous permettre de vous guider lorsqu'il y a beaucoup de pistes, lorsque même vous faites du hors-piste. Ça rend pas mal de services. C'est une petite aide au quotidien. Allez, revenez avec nous parce que vous parlez de hors-piste. Justement, vous avez une dernière façon de nous faire skier en sécurité et de façon geek. Oui, alors là, c'est une invention qui est assez intéressante du Suisse Mammut. C'est lorsque vous êtes un randonneur qui prend un peu de risque, lorsque vous faites justement du hors-piste, lorsque vous êtes un petit peu en situation difficile, eh bien, cet industriel a mis au point un sac à dos que vous portez. Alors attention, ça ne marche qu'une fois. Ouais. En fait, on va jouer sur la loi de ségrégation inverse. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la neige, eh bien, les flocons vont aller vers le bas. Mais pour éviter que vous soyez vous-même recouvert de flocons et pour que vous puissiez surnager, appeler à l'aide, bref, tout simplement survivre, on vous propose en fait d'activer cette petite manette. Je vais essayer, on va voir si ça fonctionne. Pas d'effet Bonaldi en plateau, c'est parfait. Voilà, c'est assez surprenant, mais ça peut sauver quelques vies. Ça ne fonctionne qu'une fois, on l'a déjà dit. Mais ça permet en fait de surnager, d'appeler à l'aide, bref, de skier ou de faire de la randonnée dangereuse en toute sécurité. Gardez-le, on ne sait jamais, ça peut vous servir. Merci infiniment Guillaume pour évidemment tous ces tests, toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et d'autres, avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.